Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver ce matin ici. Nous vous adressons d'abord nos meilleurs vœux pour la nouvelle année pour 2025. Nous sommes donc effectivement très heureux, notamment ce début d'année, de nous retrouver Renaud et toute l'équipe des Contrepoints de la Santé ce mardi 27 janvier 2026 pour une nouvelle émission qui a pour titre Santé mentale et psychiatrie, comment sortir des incantations. Tout un programme, vous en conviendrez. Nous aborderons le sujet par ses aspects les plus politiques. Les contrepoints de la santé ouvrent à leur manière une année très complexe en la matière sur le plan national et international. Là aussi, vous en conviendrez. Tout à fait, cher Pascal. La santé mentale a été désignée grande cause nationale en 2025 et elle a été prolongée par la ministre Stéphanie Rist pour 2026. Stéphanie Rist qui devrait rester ministre, vous avez vu ? Si on en croit son élection, oui. Voilà. Elle attendait ça, je crois, avec impatience, avant de se prononcer sur un certain nombre de sujets. Et elle attend de venir au contrepoint de la santé. Ce sera notre très prochainement, invité. 60 minutes. En tout cas, elle l'a promis, en tout cas. 60 minutes de débat en 3 tons, enregistrés donc en matinée ce jour, en public, à la Villa M, avec 2 invités. Le député de la Sarthe, Jean-Carl Grelier. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Vous avez déjà été notre invité. Vous vous intéressez particulièrement, bien qu'avocat, aux questions et aux thèmes de la santé. Alors, vous venez de publier un livre prémonitoire, pourrais-je dire, qui, vous allez nous expliquer ça, 6 octobre 2027, la fin de la sécurité sociale, édité aux 3 colonnes, dans lequel vous dites que les Français ont joué au sapeur Camembert. Je ne sais pas si tous les Français savent qui était le sapeur Camembert, mais qui bouchait un trou, on connaît l'histoire, en créant chaque fois un autre trou et toujours plus grand. Vous nous expliquerez ça. Et à côté de vous, le professeur Antoine Pellissolo, très heureux de vous rencontrer. Vous êtes psychiatre, chef de service à la PHP, au CHU Henri Mondor. Vous êtes également un médecin engagé. Vous aussi, vous écrivez beaucoup, vous alertez beaucoup, vous écrivez des tribunes, notamment sur la santé mentale, une grande cause nationale intégrée à la politique de la ville. C'est ce qui nous a vraiment beaucoup intéressés. Et vous êtes par ailleurs le premier adjoint au maire de Créteil et vous êtes le secrétaire national du Parti socialiste, votre parti en charge de la santé. Nous vous présenterons notre sondage exclusif via Voice au cours de notre émission. Et dans la 3e partie de notre émission, nous recevrons avec grand plaisir, nous l'avons déjà reçu, très habituée, Rachel Bauchet, le docteur Rachel Bauchet, qui est la présidente de l'INPH, mais qui est une psychiatre reconnue à Nantes, qui m'a donné d'ailleurs un très joli cahier, un très joli magazine, le dernier de l'INPH sur la psychiatrie. Nous en reparlerons. Et le chirurgien Guillaume Pourchet, spécialiste de l'obésité. Vous êtes également directeur santé de la Villa M. Vous nous recevez donc et vous dialoguerez avec nos invités. Et je remercie de leur fidélité pour toute l'année nos partenaires Camurus, Pasteur Mutualité, Point Vision, CARE, Via Voice, la veille des acteurs de la santé, Hortus et du C2M. Et je salue tous les responsables de ces belles entreprises qui ont raison de soutenir les contrepoints de la santé. Première question, Renaud. Oui, merci Pascal. Professeur, le sujet, quand on parle de santé mentale, de psychiatrie, en fait, c'est très large. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous dire de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de santé mentale et de psychiatrie, puisque ça fait un petit moment maintenant qu'on associe les deux, qu'on parle des deux. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques notions, quelques repères pour un peu cadrer notre sujet ? Oui, bien sûr. Alors, merci déjà pour l'invitation. On a une question de périmètre, effectivement, ou de définition. Ce qui est plus simple à définir, c'est la psychiatrie. C'est les troubles psychiques, comme il y a des troubles cardiologiques soignés par les cardiologues, il y a des troubles psychiques qui sont soignés par les psychiatres dans une discipline médicale. Et ça représente déjà beaucoup. Le chiffre qu'on donne habituellement, c'est un public de 13 millions de personnes concernées. 13 millions au sens large, parce que ce n'est pas forcément à un moment donné uniquement, c'est par exemple sur une année, 13 millions de personnes concernées par des troubles psychiques. Et il y a en gros 2 gros blocs dans ce périmètre. Les troubles psychiques, on dit graves et persistants. Alors les maladies les plus connues, c'est schizophrénie, troubles bipolaires. Il y en a d'autres, mais c'est quand même ça représente à peu près 3 millions de personnes.
Si on fait le total de ces maladies, alors qui ont besoin en gros de prise en charge permanente, souvent toute la vie, 3 millions. Et les 10 millions supplémentaires, on peut dire que ce sont tous les autres troubles psychiques, la dépression beaucoup, les troubles anxieux beaucoup, et toute une série d'autres troubles qui sont peut-être moins impactants, en tout cas en moyenne, mais qui peuvent avoir quand même des conséquences. Donc 13 millions de personnes dans la population générale qui relèvent de soins, théoriquement, avec toute une gamme de soins, c'est pas forcément des choses lourdes. Et puis après, santé mentale, c'est un peu plus difficile à définir. Ce sont toutes on pourrait dire, les souffrances de la population générale qui peut avoir tout un chacun, des difficultés à un moment donné, d'adaptation en fait au monde, à la vie, avec des symptômes qui parfois ressemblent à l'anxiété et à la dépression, mais qui n'en sont pas. Et c'est là qu'on peut élargir le spectre. Moi, je dis souvent à peu près la moitié de la population peut être concernée à un moment donné, parce qu'on a tous des moments difficiles à passer. Et alors c'est compliqué, parce que évidemment on ne les traite pas de la même façon, ça relève pas du soin a priori, mais ça relève de la prévention, d'un accompagnement social, psychologique, qui peut avoir du sens pour prévenir alors les problèmes de cohésion de la population, parce que ça a un impact aussi, mais aussi prévenir une décompensation vers le premier périmètre, c'est-à-dire des pathologies. Voilà, le spectre très large de la santé mentale. Deux choses peut-être. Quand vous parlez de 13 millions, c'est 13 millions, c'est une estimation des personnes qui seraient atteintes de maladies psychiatriques ou 13 millions de personnes qui sont prises en charge? Non, alors, qui ne sont pas prises en charge, certaines oui, mais pas toutes. Non, qui relèvent. Alors, je suis d'accord, on dit souvent ce chiffre-là qui est quand même une estimation parce qu'on n'a jamais pu les décompter un par un. Mais c'est assez consistant, hein. Les études épidémiologiques, on ne les fait pas souvent, mais il y en a eu il y a quelques années. Et puis c'est une estimation en fonction quand même des personnes que l'on suit en psychiatrie. Pour les 3 millions dont je vous parlais au départ, ça c'est plus simple parce qu'elles ont besoin de soins vraiment, et elles sont prises en charge en majorité dans le système public, dans les services de secteur comme on dit, donc c'est au moins 2 millions de personnes, et puis il y en a d'autres qui sont suivies autrement. Les autres, on considère que à peu près la moitié sont prises en charge, on va dire, dans les 10 millions qui restent. C'est à la louche, hein, mais et on sait que donc on pourrait faire plus, il faudrait faire plus. On manque de données, puisque justement, finalement, on a l'impression que les chiffres ne sont pas très établis quand on se plonge dans le sujet, comme nous l'avons fait. C'est vrai que on voit qu'il n'y a pas... Maintenant, on va avoir un registre des cancers. Est-ce qu'on a un registre de la psychiatrie? Non, on n'a pas de registre. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous manquerait, qui existe dans certains pays et qui est très utile pour mieux comprendre les déterminants. En France, on a eu beaucoup de retard longtemps sur la recherche en psychiatrie, et notamment en épidémiologie. Donc c'est pour ça que je vous dis, les chiffres qu'on a, ils remontent souvent à une quinzaine d'années. Alors c'est compliqué de faire ces études-là, parce que population générale, un diagnostic en psychiatrie, c'est pas 5 minutes avec un appareil, c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures auprès de la personne. Donc c'est vrai que c'est de large ampleur, mais en tout cas, on gagnerait à avoir plus de données précises, c'est sûr. On a quelques spécialistes de santé publique dans la salle qui nous écoutent ce matin. Oui, nous avions également envie, je poursuis rapidement, nous avions également envie, nous, de parler des troubles addictifs. On peut les inclure également dans notre champ d'analyse ce matin. Oui, je les ai pas cités parce que effectivement c'est un peu au carrefour d'autres aussi disciplines. Les addictologues peuvent être d'autres spécialités que la psychiatrie, mais c'est clair que c'est soit complètement dans les troubles psychiques, ça dépend un peu des écoles, soit en tout cas une comorbidité très souvent associée. Et là on est sur des chiffres, alors c'est pour ça que je les ai pas cités, parce que si on met par exemple la dépendance au tabac, on arrive à 20-25% de la population, mais on a des nouveaux produits, on a des nouveaux comportements. Et ça concerne aussi des millions de personnes en France qui sont souvent un peu les mêmes que celles que quand même j'ai citées dans la partie psychiatrique. Oui, justement, une question par rapport à ça et par rapport à l'évolution peut-être de la prise de conscience et du volume ou de la quantité de personnes concernées. Est-ce qu'à force d'élargir le spectre, est-ce que justement on n'affaiblit pas la cause, j'allais dire? Parce qu'effectivement, à l'arrivée, on va se dire toute la population française est concernée. Et du coup, pour faire avancer les politiques sur ce sujet-là, est-ce que sur le plan statistique, on ne devient pas trop lâche, trop attrape-tout? C'est une très bonne remarque, c'est ce que je pensais avant. Je peux pour tout vous dire, moi j'étais habitué à faire de l'épidémiologie, une fois assez spécialisée, on comptait les cas et on disait, on arrive à en gros 5-10% de la population. Et puis en fait, en réalité, quand on regarde les chiffres, c'est quand même indéniable. Alors je ne vous ai pas dit, il y a aussi des enquêtes qui sont faites régulièrement, des sondages, Santé publique France, qui a quand même des données qui prouvent que c'est vrai. Enfin, que la dépression majeure, par exemple, caractérisée, chez les jeunes, par exemple, c'est 20% de la population
ce moment. Et si on ne le dit pas, on passe sous les radars. Ça a été longtemps le cas. Aujourd'hui, ce qui marque un peu plus le grand public et j'espère in fine les décideurs, parce qu'on sait qu'il y a des besoins qui ne sont pas pour l'instant avec des solutions à la hauteur, c'est qu'il y a un effet de masse, entre guillemets, parce que c'est un enjeu de santé publique qu'on ne peut pas dissimuler. Et comme c'est des sujets compliqués, c'est vrai, sur le fond, et souvent un peu tabou, si on ne dit pas que ça concerne, et clairement, on ne va pas faire le test ici, mais on a tous quelqu'un concerné dans ses proches, dans sa famille, donc une personne sur 5, moi je ne trouve pas que c'est excessif. Et ça ne veut pas dire non plus que c'est que des personnes qui sont, par exemple, hospitalisées ou qui auraient besoin de traitement à vie. Mais à un moment donné, ça peut être des souffrances très importantes avec des conséquences, et je trouve que c'est un sujet, c'est 20% de la santé, quoi, en gros, surtout sur beaucoup de grands marqueurs. Donc, on ne peut pas le minimiser. Et pour la prise en charge, évidemment les psychiatres, évidemment également les infirmiers, évidemment beaucoup de psychologues, des établissements publics, des établissements privés, puisque je vois Christine Schibler de la FHP, qui sont très actifs également dans ce secteur. Comme nous vous avions dit que nous voulions faire une émission politique, effectivement, nous voulons aussi, et si on peut, parler de ces addictions, parce que notamment des drogues. Ça, c'est un sujet très politique. Alors, je ne vous parle pas des écrans des enfants, puisque ça, c'est l'actualité, moins de 15 ans. Mais il faut savoir si nous parlons de cela. Je voudrais vous poser une question, et on passera ensuite à une analyse plus générale de l'organisation. Pourquoi dit-on qu'il y aurait de plus en plus de troubles aujourd'hui qu'il n'y en avait? J'ai revu votre collègue Raphaël Gaillard, qui a fait une belle conférence chez nous, d'ailleurs, avec nous, et qui a appuyé sa conférence là-dessus. Il y a plus de troubles parce que notre cerveau fonctionnerait moins bien. Enfin, dites-nous ce que vous en pensez. Alors, c'est un sujet là aussi complexe, parce que dire qu'il y en a plus, c'est qu'on aurait des éléments de comparaison et on en manque de manière, en tout cas, très, très objectivable. Les prévalences sur les grandes pathologies dont j'ai parlé, la schizophrénie, le trouble bipolaire, la dépression, je ne suis pas sûr qu'il y ait des grands changements, en tout cas à l'échelle de 10, 15 ans, 20 ans. Ce que je constate, moi, et c'est ça quand même qui compte, c'est qu'en tout cas, les besoins sont exprimés beaucoup plus qu'avant. Et en tout cas, nous avons, à recevoir, et vous avez raison, ce n'est pas que les psychiatres, c'est évidemment tous les soignants, tous les personnels de santé qui ont des liens avec la santé mentale, donc il y a beaucoup de professions, et tant mieux, et quelles que soient les organisations. Donc les besoins sont beaucoup plus exprimés qu'avant, parce qu'on a fait sauter quelques verrous, encore une fois, de tabous, d'idées reçues, et donc clairement, la demande augmente parce que on l'exprime plus. Et c'est une très bonne chose parce qu'il faut qu'il y ait des réponses. Ce qui augmente, par exemple, en ce moment, c'est les troubles de santé mentale des jeunes. Là-dessus, c'est indéniable. Depuis quelques années, notamment le Covid, mais même avant, les jeunes filles notamment. Et je crois qu'on a des explications sur, on sait bien, les nouveaux moyens de communication, les réseaux sociaux, les écrans qui impactent notamment cette population-là. Donc là-dessus, c'est mesurable parce qu'on a un recul sur les données statistiques. Ce que met en avant Raphaël Gaillard, qui effectivement analyse de manière assez brillante ces choses-là, c'est effectivement plus civilisationnel avec ces nouveaux moyens qui perturbent notre rapport au monde. Mais je pense que ça, on va le juger sur le temps long, je dirais, parce que les maladies mentales ont toujours existé. Je pense que malheureusement, ça fait partie de nos fragilités. Et donc, avoir un impact à long terme, il faudra le vérifier plus tard. Mais on peut vérifier tout de suite, en tout cas, des phénomènes qui sont liés aux variables sociales, alors notamment la pauvreté, qui est un élément majeur. Donc, c'est ça qui fait varier parfois les prévalences de manière assez rapide. Et puis, oui, les nouveaux moyens de communication, le contexte général, l'actualité anxiogène aujourd'hui, il n'y a pas de mystère là-dessus. Et puis les drogues, alors le problème c'est que les problèmes d'addiction, en quoi c'est un problème politique en plus, c'est vrai, c'est qu'elles sont liées à des facteurs extérieurs, c'est-à-dire qu'il y a des drogues qui arrivent sur le marché, entre guillemets, et qu'il faudrait à tout prix réguler pour éviter de rajouter des dépendances supplémentaires. Vous l'évoquez, problème politique ou pas problème politique, Monsieur Grelier, vous vous intéressez à ce sujet, vous travaillez sur le sujet à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez aussi... comment vous observez le phénomène? On est encore un petit peu sur l'épidémiologie. Comment, en tant que politique, le sujet est venu à vous sur cette évolution?
Puis vous nous expliquerez ce qu'est le 6 octobre 2027. Ça, on en parlera au moment des dépenses. On a un petit sujet 6 dépenses. octobre 2027, c'est vrai que c'est un peu anxiogène. Je ne sais pas si je peux en parler dans une émission consacrée On en parlera dans les comptes. à la santé mentale. Tous ces sujets-là sont venus à l'Assemblée nationale parce qu'à l'Assemblée nationale est le réceptacle de la plupart des débats publics. Et ce que disait le professeur à l'instant est extrêmement pertinent. Je pense que la santé mentale a toujours existé, sauf qu'aujourd'hui, on met des noms sur un certain nombre de pathologies, et quand on commence à mettre des noms, on voit se multiplier des pathologies. Tout ce qui concerne les troubles du comportement fut une époque, on ne les nommait pas ou on ne les précisait pas comme on le fait aujourd'hui, et donc on en parlait un peu moins. On a la même chose sur toutes les maladies dégénératives, ce qu'on appelait la sénilité il y a 50 ans. Aujourd'hui, on lui met un nom, ça peut être un Parkinson, ça peut être un Alzheimer, c'est un syndrome de ceci ou de cela. Autant d'éléments qui font qu'à un moment donné, effectivement, on est face à une réalité. Ce qui m'effare toujours dans cette matière comme dans toutes les autres, mais plus particulièrement sur les sujets de santé, c'est l'incapacité que nous avons à aller rechercher des causes. C'est-à-dire qu'on passe son temps à constater des effets et personne ne s'intéresse aux causes et à ce qui nous conduit à cette situation-là. Il n'y a pas aujourd'hui de travaux de recherche particuliers qui justifieraient pourquoi ce progrès technologique que sont les réseaux sociaux induit nécessairement et presque automatiquement des troubles psychologiques et psychiques, peut-être psychiatriques aussi. Et donc, voilà, ce que je déplore souvent dans le monde dans lequel nous vivons, c'est cette absence de mise en perspective. Et c'est vrai pour le passé, pour la bonne compréhension des choses, mais c'est encore plus vrai pour l'avenir, où on est dans un système de santé où on est incapable d'afficher une vision politique à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, pour dire à l'ensemble des acteurs du monde de la santé, mais aussi à l'ensemble des Françaises et des Français qui sont potentiellement des patients, où l'on va, ce que l'on veut faire et comment on va transformer notre système de santé dans les années qui viennent. Voilà, et donc évidemment, tout cela, à un moment donné, a une résonance politique. Encore faudrait-il pour ça que la politique se pose quelques questions. Encore faudrait-il pour cela que les politiques réfléchissent un peu, et c'est sans doute l'une des difficultés auxquelles on est confronté aujourd'hui. Je pense que, vous savez, pour qu'une politique publique fonctionne, il y a 3 éléments qui sont absolument indispensables. Il faut une vision politique. Et cette vision, elle doit être nourrie par des réflexions, par des études, par de l'épidémiologie. Il faut une vision politique pour dire à un moment donné, voilà le cap que nous proposons. Ensuite, il faut une incarnation politique. Pardon de le dire, mais 10 ministres de la Santé en 8 ans, l'incarnation n'est pas au rendez-vous. Et puis, en dernier lieu, il faut une évaluation. Ce n'est pas la faute des ministres, ils seraient bien restés. Hein. La plupart d'entre eux seraient volontiers restés. Oui, c'est le fait qu'il n'y a pas de majorité. C'est le climat politique dans lequel nous sommes, mais qu'on a aussi un peu provoqué, ça ne vous a pas échappé. Et donc voilà, et tant qu'on n'aura pas réuni une vision, une incarnation et une évaluation, on travaille comme on le fait aujourd'hui. Je disais au professeur en plaisantant tout à l'heure, quand vous avez une difficulté majeure, le ministre fait un tweet et puis ensuite il crée un numéro vert et il estime qu'il a fait le boulot. Et tant qu'on gérera ce pays sans plus de perspective, sans plus d'analyse et sans plus de réflexion, eh bien, je pense qu'on n'arrivera pas à dresser des perspectives. Vous savez, ce dont a besoin le monde de la santé aujourd'hui, mais ce dont ont besoin nos concitoyens aussi par rapport à leur propre santé, celle de leurs enfants et celle de leurs parents âgés, c'est de savoir où on va. Moi, je suis dans un département où 13% de la population n'a plus de médecin traitant. Je suis l'élu d'un département où l'accès à la médecine de spécialité, y compris la vôtre, professeur, est devenu extrêmement complexe. Je suis l'élu d'un département où l'année dernière, il n'y avait plus de place à l'établissement public de santé mentale et où on a laissé des patients parfois sous contention, pendant près d'une semaine dans les couloirs du service des urgences. Je suis l'élu d'un département où l'été, on ferme 6 des 7 services d'urgence faute de personnel. Et donc, et ce département de la Sarthe, qui est à 1h30 de Paris, n'est pas particulier. C'est comme ça à peu près partout. Or, à un moment donné, il faut que l'on soit tous ensemble, et nous, en premier lieu, les politiques, et je me mets volontairement dans le nous soyons en capacité à arrêter de dresser des constats que tout le monde partage pour essayer de dresser des perspectives, de définir ce que pourrait être une vision politique pour la santé des Françaises et des Français. Vous parlez d'une vision politique. Est-ce que si on en vient au problème de santé mentale et de psychiatrie, est-ce qu'il y a une vision de gauche, une vision de droite sur ce sujet ?
S'il y avait une santé de droite, une santé de gauche, ça se saurait. Peut-être même une santé du centre, peut-être même une santé en même temps, mais je n'ai rien vu de tout ça. Donc ça veut dire qu'on peut voter à l'unanimité à l'Assemblée, alors. On devrait pouvoir voter à l'unanimité. Solo sur le sujet, oui. Oui, tout à fait d'accord sur en tout cas, l'universalité du sujet. Peut-être, parce qu'on a des convictions, je pense que c'est une discipline peut-être plus sociale que d'autres disciplines de santé, et que donc les facteurs sociaux sont vraiment majeurs, et que donc selon les tendances, on peut ou pas agir plus sur les facteurs sociaux. Mais sur le reste du contenu, je pense qu'on peut tout à fait se mettre d'accord sur l'essentiel. Oui, un sujet sur lequel on voit bien qu'il y a beaucoup de soins à domicile, ambulatoire, de plus en plus, mais qu'à l'origine, l'hôpital, et notamment l'hôpital public, même si les cliniques privées sont extrêmement importantes en nombre dans ce secteur. Je ne sais pas si vous pouvez nous rappeler à peu près la situation. Mais en tout cas, c'est vrai quand même une nécessité de faire le point et de se demander comment on règle les questions d'organisation, et derrière comment on comprend en fait les pathologies que vous nous avez décrites. C'est un peu ce que vous dites, c'est-à-dire donner. Bien sûr, mais regardez l'exemple type de quelque chose qui fonctionne. Alors, est-ce qu'il fonctionne extrêmement bien? Je n'en sais rien. Je ne suis pas moi-même professionnel de santé, mais c'est le cancer. Enfin, le jour où on a décidé de faire un plan cancer et qu'on a doté le cancer d'un institut national du cancer, c'est-à-dire d'un institut de gouvernance de la politique de santé que l'on voulait conduire, on a quelque chose qui a produit du résultat. On était, il y a encore 30 ans, sur un tabou en matière de cancer qui était à peu près aussi fort que le tabou de la maladie mentale. Aujourd'hui, un salarié qui va trouver son employeur en lui disant « je vais devoir m'absenter 3 ou 4 mois pour des soins en lien avec un cancer », en général, va avoir plutôt de la compréhension et de la compassion, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. On a fait faire des progrès considérables. Mais où est la gouvernance aujourd'hui en matière de santé mentale? Vous avez une politique, on a une feuille de route depuis 2018, j'ai découvert subrepticement, au hasard d'une invitation et d'un mail au mois de juin dernier, que je faisais partie du Comité national pour la stratégie en santé mentale. Alors j'ignorais qu'il en existait un, j'ignorais que j'en faisais partie, et j'ignore toujours à quoi il sert, parce qu'il ne s'est pas encore réuni. Vous voyez, on en est rendu là. Si demain on avait, alors je ne sais pas si comparaison n'est jamais raison, mais si demain on avait l'équivalent de l'ENCA pour la santé mentale, c'est peut-être un peu plus compliqué en matière de santé mentale, mais ça je laisserai le professeur peut-être en dire un mot. Mais si on avait demain un élément de gouvernance qui centralise ce que peut être la prévention, ce que peut être la formation, ce que peuvent être les actions, la gouvernance générale du système, on aurait quelques certitudes que les grandes mesures qui sont annoncées ici ou là dans les plans santé, un jour ou l'autre, trouvent un début d'exécution. Jean-Carl Grelier, puisque nous parlons de politique et de gouvernance, il y a une remise en cause du fonctionnement des agences régionales de santé. Je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais là, c'est une vraie. Le rôle des ARS est important dans le secteur de la psychiatrie. D'autre part, quand vous êtes parlementaire, comme vous l'êtes, je rappelle que les dépenses au titre de la santé mentale constitue, alors c'était en 2022, c'est les chiffres que nous avons, le deuxième poste de dépenses de l'assurance maladie, 26,2 milliards d'euros, 14% des dépenses totales. Alors ça pèse, ça quand même pour un parlementaire. Vous auriez peut-être intérêt à effectivement bien regarder dans ce haut conseil de santé mentale. Vous savez, ça arrive à d'autres. Il y a des présidents convoqués par le président américain sur une nouvelle organisation du monde. Vous avez vu ça aussi? Oui, ça peut arriver en France. Oui. Mais vous savez, là aussi, arrêtons de ne raisonner qu'en termes budgétaires sur la santé. Je voudrais juste rappeler que de 2019 à 2024, sur les lois de financement de la sécurité sociale, on a réinjecté 50 milliards d'euros dans le système. Moi, je n'ai pas la certitude que le système fonctionne mieux aujourd'hui qu'en 2019. Et on a mis 50 milliards d'euros de plus. Ça n'est pas qu'un problème d'argent. Il y a des difficultés de moyens. Personne ne peut nier que l'hôpital public est aujourd'hui en grande difficulté. Et il y aurait des solutions assez simples pour l'en sortir. Mais les cliniques privées ne sont pas dans une meilleure situation budgétaire d'ailleurs. Mais
ne résumons pas tout à cette question de moyens et au coût. Oui, il y a un coût. Évidemment, il y a un coût. Le tableau que nous dresse tous les ans la CNAM dans son rapport chargé-produit, c'est le cancer, la psychiatrie et quelques autres maladies chroniques qui, à un moment donné, coûtent une fortune. Mais bon, là aussi, posons-nous de bonnes questions. Où est-ce dans ce pays la politique de prévention ? Qui la gouverne, qui s'en occupe? Alors on a Santé publique France qui fait de l'épidémiologie mais pas vraiment de prévention. On se contente de temps à autre de faire une grande campagne sur le dépistage du cancer du sein, du cancer colorectal, et évidemment elles sont utiles et nécessaires. Un peu de campagne anti-tabac et anti-alcool, parfait, mais quand on a fait ça, où est l'évaluation? Qui s'occupe de la prévention aujourd'hui? L'État s'en occupe via l'assurance maladie, les assureurs complémentaires s'en occupent aussi, les collectivités locales en général essaie d'en faire un peu également. Le monde associatif, la Ligue contre le cancer, l'association des diabétiques, tout le monde fait un peu de prévention. Rien de tout ça n'est gouverné, rien de tout ça n'est capé et guidé, et rien de tout ça surtout n'est évalué. Et donc, on a au total des politiques de santé qui sont indigentes. Donc, à un moment donné, réfléchir à une vision en santé et à une gouvernance de l'ensemble de l'organisation, tout ça pourrait être utile. Les agences régionales de santé, vous l'évoquiez, peuvent avoir un rôle à jouer. Moi, je ne suis pas partie de ceux qui pensent qu'il faut les supprimer, parce qu'un grand ministère comme le ministère de la Santé a besoin d'implantation territoriale. Est-ce qu'il faut les améliorer? Sans doute. Est-ce qu'il faut les départementaliser? À l'évidence. Mais les supprimer aujourd'hui n'apporterait rien, parce que si on les supprime, par quoi les remplace-t-on? Antoine Pellissolo, le rôle des communes notamment. Alors oui, il y a un point autour de ce contexte-là. Est-ce que déclarer 2 années de suite la santé mentale et la psychiatrie comme grande cause nationale, est-ce que d'une manière ou d'une autre, ça fait avancer un des sujets évoqués par monsieur le député? Ça sert à quoi en fait, pour vous, de votre point de vue qui êtes là au cœur de la machine? Ça sert peut-être à être là aujourd'hui et à en parler, c'est déjà ça. C'est quelque chose que nous avions vraiment souhaité depuis longtemps en tant que professionnels et d'acteurs, mais de ne pas se limiter effectivement à une grande causerie, comme on dit, mais vraiment que la cause soit suivie. Alors exactement, je souscris d'une vision, d'un plan pluriannuel, d'une réflexion globale sur le système qui, en effet, n'est plus actualisé depuis 30 ou 40 ans, le système de la psychiatrie. Donc il faut une réflexion qui serait portée, nous on pense plutôt par une délégation interministérielle que ministérielle, voire même par un secrétariat d'État, rêvons, à la santé mentale, parce que ça implique plein de politiques publiques, la santé mentale. Donc il faut à tout prix cette vision, exactement d'accord. Il faut aussi de l'argent, quand même, je le redis, parce que sur le terrain, c'est tellement évident qu'on a été sous-financé pendant des années qu'il y a du retard à rattraper. Alors je suis d'accord, ça peut faire peur, c'est 25 millions actuellement, mais je vais juste vous dire un autre chiffre, c'est combien ça coûte de ne pas soigner, de ne pas prendre en charge, et quels sont les coûts, on va dire, indirects des troubles mentaux. À peu près 100 milliards d'euros en France, ça a été mesuré par des équipes de recherche, ce qui prouve que si on faisait mieux, on dépenserait moins au final. C'est vraiment une évidence. Et donc, il faut pas le faire n'importe comment, ne pas le saupoudrer, mais on a beaucoup de mesures qui pourraient rentrer dans un plan qui ferait au total de la qualité et sûrement des économies. Oui, je vous corrige, c'est 25 milliards. Vous avez des millions, évidemment. C'est ceux qui nous regardent. Dans la salle, ça bruissait un peu. On disait milliards. Dites-moi, on a quand même, j'ai également revu, parce que nous l'avions déjà reçu ici même, Franck Bellivier, votre collègue, qui est le délégué ministériel à la santé mentale et qui a fait quand même un rapport de 150 pages, très, très dense. Nous avons aussi un délégué interministériel que nous avons reçu des maladies d'EDIS, Étienne Pau, de neurodéveloppement, docteur Étienne Pau. Alors, il y a quand même pas mal de choses. Oui, mais alors, il faut continuer dans cette voie-là, mais leur donner, encore une fois, les moyens de la politique. C'est ce qu'a fait Franck Bellivier depuis maintenant 7 ans, parce que, lui, au moins, il est stable, alors que les ministres ont changé. Ça a été un point fixe très pertinent. Depuis 2017. Il a fait beaucoup de propositions, beaucoup de mises en œuvre pertinentes. Mais je pense qu'il dit lui-même que clairement, il a besoin d'être encore plus soutenu et de porter quelque chose de plus grande ampleur. Et surtout que tout ce qu'il a pu mettre en œuvre, en gros, montre qu'on a des connaissances, qu'on a des moyens, on sait faire des dispositifs. On sait faire des dispositifs maintenant plutôt ambulatoires, actifs sur le terrain, aller vers les personnes. Mais pour l'instant, c'est saupoudré par des expérimentations ici et là, et sans politique d'ampleur. Donc, on a les outils, on sait faire. Il nous manque
je reviens un peu là-dessus, les financements au bon endroit, et puis surtout les ressources humaines, et c'est un autre aspect quand même de la crise actuelle, c'est les problèmes de ressources humaines, médicales et paramédicales. Et là aussi, on a des propositions. Par exemple, créer un diplôme de soins spécialisés en psychiatrie pour les infirmiers, des infirmiers spécialisés en psychiatrie, qu'on n'a pas aujourd'hui, qu'on a eu avant, le modèle a évolué, mais aujourd'hui, ça serait faire de la qualité, parce que ça permettrait d'avoir des soins plus efficaces dans les services d'hospitalisation, d'ambulatoire, dans le public comme dans le privé. Ça augmenterait l'attractivité de ces métiers, parce que ce sont des métiers difficiles, mais avec une formation supplémentaire d'1 an, par exemple, après les études, et une valorisation, parce que c'est un grade qu'on pourrait aussi mettre en évidence, comme pour les infirmiers d'anesthésie, par exemple. Et c'est des mesures comme ça, qualitatives, qui permettraient d'ancrer les choses, et peut-être dans l'année de la grande cause, ça pourrait être une mesure un peu socle et un peu historique qui nous ferait du bien. Le président du syndicat national des infirmiers, Daniel Guilherme, vous écoute. Il est dans la salle avec nous. Je serais ravi d'en parler avec lui. Alors, on voulait vous parler, parce que vous avez une responsabilité, c'est ça, oui, sur locale. Sur le territoire, on est en préélection municipale. On a aussi, on va faire un petit mélange parce que là, le temps passe et on va passer aux séquences suivantes. Mais on voudrait vraiment s'arrêter là-dessus, sur les projets territoriaux de santé mentale. Ça sert à quoi? Et à côté de ça, est-ce qu'il y a un lien ou pas avec le rôle ou pas des élus locaux, des collectivités? Comment ça se passe sur le terrain? Parce qu'on sait très bien que la psychiatrie et la santé mentale, c'est un sujet territorial. Donc, votre vision sur cette approche territoriale? J'ai découvert, je m'excuse, j'en rajoute une pour aller vite, j'ai découvert en lisant Franck Bellivier que dans chaque département, il y avait une maison des adolescents maintenant. Est-ce que c'est vrai? En tout cas, c'était l'objectif. Je pense que c'est en cours de déploiement, mais oui, il y en a de plus en plus. Alors, la vision locale, elle est essentielle, on est bien d'accord. Le territoire, alors on a eu un grand débat assez historique en psychiatrie, c'est est-ce qu'on organise au niveau du secteur, le fameux secteur un peu historique, est-ce qu'il faut l'élargir? Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde dit qu'il faut un peu les deux à la fois, il faut faire du local et puis du un peu plus territorial, parce qu'il y a des choses qui peuvent être faites vraiment en proximité et d'autres qui sont plus spécialisées, pour lesquelles il faut des regroupements. Il y a un modèle, moi je pense qu'il faut avoir en tête, et parce que c'est un bon modèle, je pense que Rachel Bauchet en parlera peut-être tout à l'heure, c'est les conseils locaux de santé mentale, plus que les projets territoriaux, parce que les projets territoriaux, ce sont souvent des pétitions de principe avec des grandes lignes, mais qui ne sont pas forcément portées par les acteurs. Les conseils locaux de santé mentale, c'est au niveau des villes ou des intercommunalités, à taille humaine, on va dire, qui permettent de regrouper tous les acteurs de la santé mentale, que ce soit de la santé, mais aussi du social, du territoire, des élus et des représentants des usagers, pour travailler ensemble sur les parcours de soins, mais aussi de prévention. Monsieur le député le disait, il faut faire de la prévention aussi en santé mentale, auprès des enfants surtout, parce que ça commence très tôt, les troubles de santé mentale. Donc une organisation locale, souvent autour de deux piliers importants, les équipes de soins, souvent les équipes de psychiatrie de secteur, mais ça peut être d'autres acteurs éventuellement, et les élus locaux. Et donc je pense que les maires, moi c'est ma conviction et c'est pour ça que je me suis engagé un peu dans cette voie-là, peuvent avoir un rôle vraiment de pivot pour mettre autour de la table des acteurs qui sinon se connaissent très mal, entre le social, le médico-social, le sanitaire, toutes les associations qui sont aussi souvent très actifs mais qui sont chacun un peu dans leur domaine. Il faut à tout prix de la communication parce qu'on manque de moyens, donc il faut à tout prix les optimiser et mettre du liant et mettre de l'humain, parce que le soin en psychiatrie c'est que de l'humain, on n'a pas de machine en tout cas très révolutionnaire jusqu'à présent, donc il faut des ressources humaines et c'est ça qu'il faut optimiser. Les électrochocs, ça marche pas en fait, pas trop. Ah ben si, il y a des cas où c'est très utile, mais ça ne soigne pas toute la population. On ne redresse pas la population comme ça. Un commentaire? Non, moi je partage évidemment, pour avoir été maire longtemps, la conviction qui est celle que c'est le point d'ancrage et que les élus locaux peuvent être le trait d'union entre les acteurs. Et puis plus globalement, peut-être que quand on évoque une vision pour la santé, à un moment donné, on pourrait imaginer de changer de paradigme et de n'avoir plus une offre en santé, mais de repartir de la demande en santé telle qu'elle s'exprime depuis les territoires, là où vivent les Françaises et les Français, avec quelque chose qui serait un peu différent. Je n'ai jamais vu que le ruissellement depuis l'avenue de Ségur fonctionne complètement et donc à un moment donné repenser le système de santé depuis le territoire, depuis là où vivent nos concitoyens avec leurs parents âgés, avec leurs enfants, et le reconstruire depuis les territoires, c'est sans doute redonner une chance supplémentaire d'avoir quelque chose qui réponde en tout cas à l'attente d'une partie de la population. C'est décevant que le ruissellement ne fonctionne pas. Nous passons à une deuxième séquence via Voice présentée par Renaud Degas, le sondage.
exclusif pour les contrepoints de la santé. Renaud. Oui, Adrien Broche, notre partenaire de Via Voice, n'a pas pu être ce matin avec nous. En revanche, l'étude a été faite et je trouve qu'elle est caractérisée par une espèce de cohérence générale. Il y a 4 enseignements principaux. Le premier, c'est un sentiment massif qu'il y a une insuffisance de moyens déployés pour ce sujet psychiatrie, santé mentale. Là, on est sur 70% des Français qui estiment qu'il n'y a pas assez de moyens. Donc le message qui est répété depuis de nombreuses années sur la désespérance du secteur psychiatrique est entendu. Le deuxième enseignement, c'est un petit peu sur les sujets publics, c'est souvent comme ça, un décalage petit, mais quand même, sur la perception de l'importance du sujet. Vous avez une large majorité, 86% des Français qui estiment que c'est un sujet qui est important pour la collectivité. Et quand on leur pose la question de savoir si c'est important pour eux, là, ils sont plus que 76%. Forcément, on a plutôt tendance à voir le problème chez les voisins. Mais 76% qui déjà estiment que c'est important pour eux, moi, je trouve ça, c'est conséquent. On est loin du tabou sur la psychologie et sur la psychiatrie. Le troisième enseignement, c'est une notoriété encore très limitée, on va dire, des plans gouvernementaux. 59% des Français ne savent pas qu'il y a des plans, des feuilles de route, etc. Bon, avec tout ce que vous avez dit, c'est pas étonnant. Ça, on le partage largement. Et le quatrième enseignement, c'est que on parle, il y a beaucoup de priorités, on l'a évoqué, il y a beaucoup de sujets dans la santé mentale et la psychiatrie. Les 4 priorités identifiées par les Français, 60%, et c'est le taux le plus important, jugent que l'école, en tant que première ligne de détection des souffrances psychiques, est un point important qu'il faut travailler. Donc c'est intéressant, on est tout de suite là sur de la prévention et de la détection. Mais on leur a pas dit qu'il n'y avait pas de médecin scolaire. Oui, mais ça, on leur cache. La deuxième chose, c'est la deuxième importance en termes de priorité, c'est le meilleur accompagnement des patients après leur rétablissement. Donc là, on est sur le suivi des patients. Donc 57% des Français pensent que c'est important. Et ensuite, on arrive sur 52% qui jugent prioritaire la formation et la sensibilisation des acteurs en contact avec les jeunes publics. Donc là, on retrouve les jeunes, entre 60% et 52%, vraiment le public jeune. Peut-être que l'épisode Covid, qui a vraiment mis le focus sur la situation des jeunes, à y rester incrusté dans l'esprit des Français. Et puis le désengorgement des urgences psychiatriques, elle arrive en 4e position avec 45% d'estimation importante. Voilà. Donc je trouve assez cohérent en fait ce sondage. Je trouve qu'une certaine maturité d'opinion. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est assez en phase de ce que vous venez d'expliquer. Oui, je rappelle que ce sondage a été fait par Via Voice du 16 au 20 janvier 2026, dont avec un échantillon de 1000 personnes représentatives. Alors moi je pense qu'on a là le résultat quand même de la communication qui se fait quand même de mieux en mieux, puisqu'on a dit dans la grande cause, il y a notamment le volet communication, déstigmatisation, information. Ça c'est des choses que nous portons depuis des années avec l'idée qu'il faut sortir la psychiatrie d'une espèce de vase clos qui serait réservé à des personnes différentes. Non, ça concerne tout le monde et je crois que l'information commence à infuser, tant mieux. C'est pas encore parfait. Moi je peux vous dire sur le terrain, on voit encore beaucoup de gens qui veulent pas en entendre parler et donc il faut continuer l'information. C'est des sujets complexes, parce que vous l'avez dit d'emblée, on s'y perd un peu entre santé mentale, psychiatrie, le système de soins qui est parfois assez illisible. Donc on a beaucoup de travail encore et ça passe aussi par ce que vous faites et par ce que font tous les acteurs, quel que soit leur engagement. Il y a un point qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même 41% des Français qui avaient connaissance du plan stratégique en santé mentale. J'avoue que c'est un chiffre qui m'étonne un peu. Alors 59% disent on n'en a jamais entendu parler, mais que 41% en aient entendu parler, alors ce serait plutôt une bonne nouvelle. Oui, effectivement, on peut le voir comme ça. Oui, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Et en tout cas, on a des choses qui correspondent à des besoins. Le professeur parlait à très juste titre tout à l'heure d'une prévention qui doit se faire le plus tôt possible et l'idée qu'il y ait effectivement
effectivement des interventions dès l'école et une sensibilisation dès l'école à tous les signaux faibles à un moment donné qu'un enfant peut émettre sur ses troubles mentaux, psychiques ou psychiatriques. Le plan qui a été présenté par le ministre Neuder au mois de juin dernier prévoit des mesures dans ce sens-là. Voilà, la vraie question que l'on se posait tout à l'heure en arrivant, c'est qui va mettre en œuvre les mesures qui ont été annoncées dans le plan, dans quelle mesure, qui les évaluera, qui va les gouverner, qui va s'assurer que tout ça est bien fait. Ça reste l'interrogation et on en revient à des choses basiques et essentielles sur tant qu'on n'aura pas une gouvernance, tant qu'effectivement le professeur Bellivier qui fait un travail fantastique mais qui le fait enfermé dans les murs de l'avenue de Ségur, tant qu'on n'acceptera pas que la santé mentale n'est pas qu'un problème du ministère de la Santé, qu'on peut aussi en parler au ministère du Travail, au ministère de la Ville, au ministère de l'Écologie, au ministère de l'Enseignement supérieur, au ministère de l'Éducation nationale, à un moment donné, on n'arrivera pas à progresser réellement. Merci beaucoup. Troisième ton de notre entretien. Nous recevons le docteur Rachel Baucher, présidente de l'intersyndicale ou intersyndicat des praticiens hospitaliers, psychiatres au CHU de Nantes. Merci d'être avec nous. Nous avons beaucoup de plaisir de nous retrouver pour ce dialogue avec nos invités. Rachel Baucher. Oui, moi je vois qu'en fait on partage beaucoup de choses ensemble, ce qui ne m'étonne pas, mais ce qu'il faut c'est continuer. Donc, première question, je la pose à, disons, peut-être à Antoine Pellissolo. C'est vrai, tu as défini la santé mentale, c'est le socle, on va dire, du bien-être et le reflet d'un bon fonctionnement collectif. En fait, ça s'adresse peut-être à vous deux. C'est un grand-maire d'une ville disait la ville, il faut toute une ville pour être en bon état de santé mentale. Alors même si vous l'avez dit un petit peu en filigrane, on sait, au niveau des chiffres, tu as dit 13 millions de gens sont atteints de troubles psychiques, mais on peut rajouter 2 autres chiffres qui sont majeurs. Disons, aujourd'hui, 55% des habitants vivent dans les villes. Demain, dans 20 ans, ça sera 80%. D'autres chiffres qui sont majeurs, 75 à 80% sont des déterminants de santé. Donc on voit que la santé mentale doit sortir des experts du soin, ce que disait Jean-Carl Grelier, et des actes médicaux. On voit tout joue dans la bonne santé mentale, l'architecture, l'urbanisme, le travail, les transports, bien sûr l'environnement social et familial, tout ça joue pour être en état de bonne santé mentale. Comment on fait pour enclencher un mode d'agir ensemble, comme tu l'as dit Antoine, comme dans le cadre des conseils locaux de santé mentale, mais il faut aller plus loin. Disons, pour permettre qu'on ait une approche effectivement diversifiée, interdisciplinaire, globale, où tout joue. Parce que comme vient de le dire Jean-Claude Grelier, on voit bien que l'urbanisme joue, mais il faut aller plus loin, dans le sens d'un urbanisme relationnel. On voit bien que la culture, les liens sociaux jouent, mais on peut aller plus loin, comme ça a été sur les prescriptions sportives ou muséales. Qu'en penses-tu ? Comment on fait pour enclencher à la veille des élections municipales où la santé est quand même en point numéro 1 des Français ? Tout à fait, mais je crois que c'est des enjeux qu'on partage depuis longtemps, en effet. Alors, la ville, le mauvais côté des choses, c'est que malheureusement, les chiffres montrent qu'il y a à peu près 2 fois plus de troubles psychiques en ville que dans les territoires plus ruraux. Ça, c'est une statistique vraiment indéniable sur laquelle beaucoup d'équipes ont travaillé, dont celle de Créteil. Il y a plein d'explications, la densité de population, une forme de solitude en ville, étonnamment, mais plus on est nombreux, plus on se replie un peu sur soi. Et puis, la pollution, tous les facteurs de stress économique, etc. Donc malheureusement, c'est le mauvais côté de la ville qu'il faut avoir en tête. Le bon côté, c'est qu'il y a plein d'acteurs, en effet, et qu'il faut juste les mettre autour de la table et puis les acculturer, j'allais dire, les sensibiliser. La santé, déjà, pour la plupart des élus que maintenant je commence à un peu apprendre à connaître, c'est déjà compliqué, la santé, parce que on a l'impression que c'est un métier très spécialisé. La santé mentale, c'est encore plus compliqué. Donc, on fait beaucoup de choses pour essayer de sensibiliser. Et on a un député qui est très spécialisé maintenant, mais il y a encore beaucoup, d'élus de terrain qui découvrent les choses. Et donc, il y a un travail de partage. Et moi, je crois qu'il faut s'appuyer sur les personnes concernées, avant tout. Les personnes concernées, alors on peut dire c'est tout un chacun, mais il y a des personnes qui sont elles-mêmes soit exposées à des troubles psychiques, soit aidants ou proches de personnes qui ont des troubles psychiques. Et alors j'allais dire de manière un peu triviale, pour les élus, ce sont aussi des électeurs, et que dans une période d'élection, les écouter, c'est toujours pas mal. Et d'entendre qu'ils ont des besoins, qu'ils ont des idées aussi, ils ont des idées sur comment améliorer les choses, comment on crée des structures d'accueil. Vous avez parlé des maisons de l'adolescence, c'est des très bons
bons modèles, maison de la famille, de l'enfant, des modèles qui ne soient pas trop effrayants pour la population. La psychiatrie, ça a toujours fait peur et ça continue. Donc il faut ouvrir. C'est ce qu'on essaye de faire dans nos services, d'ouvrir le soin sur, en gros, la proximité, l'aller vers. On a des personnes en grande difficulté, très isolées, qui ne vont pas vers nous, donc il faut aller vers eux. Et pour ça, il faut tous les moyens de la collectivité. Donc de montrer aux élus qu'ils pourraient faire, enfin, que ce n'est pas quelque chose qu'il faut réserver à des spécialistes, il faut vraiment partager. Et ça, je pense qu'on y arrive parce que quand on voit les retours de la population ensuite, des personnes qui vous disent grâce à tout cela, j'ai pu adresser mon fils à une consultation ou maintenant ça va mieux, plutôt que d'avoir les maires, très souvent en général, ils se sentaient concernés que pour les internements, vous savez, dans lesquels il y a une décision à prendre d'hospitalisation d'office à l'ancienne. Et ça, c'est effrayant, c'est sûr, et que tout ce qu'on peut faire pour éviter ça, évidemment, c'est plutôt bénéfique pour une population. Oui, allez-y. Et je crois que Rachel Baucher voulait également vous poser après une question sur l'état d'esprit des soignants, mais allez-y. Oui, juste une observation. Je partage évidemment tout ce qui vient d'être dit, et sur les statistiques, et sur la prégnance de la problématique de santé mentale en milieu urbain. Je voudrais qu'on n'oublie pas les territoires ruraux. En 2018, ce sont des Français angoissés qui sont sortis sur les ronds-points avec des gilets jaunes, et ils n'étaient pas en ville. Et ils étaient des milliers partout en France. Donc faisons attention à cela. Je suis l'élu d'un territoire où, chez moi, le CMP n'est ouvert que de 10h à midi et de 14h à 16h. C'est-à-dire qu'il est inaccessible à un lycéen et inaccessible à un salarié d'entreprise. Donc faisons attention à ne jamais imaginer une politique publique pour un territoire déterminé, d'autant que les statistiques ont parfois une lecture un peu large de ce qu'est le milieu urbain. Et quand on lit avec attention ce qu'écrit un géographe comme Christophe Guilly, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui la majorité des Français vivent réellement en milieu urbain. En tout cas, les territoires sont partagés. N'oublions jamais cette part importante de la population qui vit souvent loin du soin, loin des professionnels de santé, et qui reste, alors qui est moins anonyme qu'en ville, parce que quand quelqu'un va mal dans un village, on le repère plus facilement peut-être que dans un quartier très, très urbain, mais la réponse du système de santé est moins évidente dans ces territoires-là. Un dernier commentaire, Rachel. Oui, par rapport à ça, je dirais Albert Camus, le bonheur, c'est l'harmonie avec l'environnement, qu'on soit en ville ou à la campagne. Ce qu'il faut, c'est que les élus recherchent cette dimension harmonieuse. Moi, je ne renonce pas sur le fait que, effectivement, comme le cancer, la psychiatrie et la santé mentale a besoin d'un institut. Je crois que, compte tenu des évolutions, de la modernisation, de l'évolution des soins et des pratiques, de l'attente des professionnels, des besoins des patients, cet institut, on en a besoin. Donc, Jean-Carl, vous aviez évoqué la vision, le cap, et, disons l'évaluation. Moi, je rajoute le calendrier. On est sur un bon calendrier, donc je compte sur vous. Merci Rachel Baucher. Guillaume Pourchère, bonjour. Merci d'être avec nous pour cette séquence de questions-réponses avec nos invités. Vous êtes entre autres, vous êtes spécialisé dans le diabète, mais vous êtes entre autres aussi responsable médical, diabète, obésité. Et vous êtes entre autres responsable médical de la Villa M. Et donc vous recevez beaucoup de professionnels de santé aussi. C'est peut-être un thème qu'on n'a pas abordé lors de notre discussion précédente. Je vous laisse la parole pour ce dialogue. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, moi, c'est vrai qu'en tant que directeur de santé de la Villa M, et puis c'est un sujet que nous avons au sein du groupe Pasteur Mutualité qui a financé, qui a organisé ce concept de Villa M. Donc, c'est-à-dire que c'est un hôtel, nous sommes ici, et c'est relié aux soins et à une prise en charge avec des maisons de santé associées à la structure. Et nous, le constat, il est fait par tous. C'est-à-dire que les professionnels de santé sont en très grande souffrance d'un point de vue santé mentale. On a des chiffres tout à fait alarmants avec plus de 62% des médecins qui sont en situation d'épuisement professionnel, des troubles du sommeil à 77%. La situation est catastrophique. Et alors bien sûr, je crois qu'il y a eu une vision erronée depuis 30 ans où on a diminuer les professionnels de santé, croyant qu'on allait diminuer les dépenses de santé. Et ça, la vision était là et elle était totalement dramatique puisque on est en grand danger aujourd'hui. Et donc, je voulais savoir quelles étaient vos propositions, votre vision de ce point de vue-là. Avec mon équipe, on produit à intervalles réguliers des petits fascicules sur la santé qui s'appellent 25 mesures pour la santé des Français. Le dernier sorti, qui remonte à quelques mois maintenant, a été consacré à la santé des soignants.
Moi, j'ai été effectivement, moi qui ne suis pas professionnel de santé, effaré de constater que sur tous les grands items de santé, nos soignants sont en dessous de la moyenne des Françaises et des Français. C'est-à-dire que ceux qui nous soignent vont moins bien que ceux qui sont soignés. Ce qui est un paradoxe complètement. Ce que je constate aussi, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les soignants qui portent le système de santé. On a un système de santé qui dysfonctionne dans tous les sens, et c'est l'engagement personnel de chacun et de chacune des professionnels de santé, quel que soit le niveau et la qualification, dans le privé, dans le public comme en médecine de ville, qui porte à bout de bras ce système de santé. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on aurait effectivement tout intérêt à avoir une attention particulière. Alors, vous allez dire que je fais une obsession sur les questions de gouvernance, mais là aussi, si on veut porter à un moment donné les choses, l'une des propositions que l'on faisait, il y en avait 25, l'une des propositions que l'on faisait, c'était notamment d'avoir une délégation ministérielle à la santé des soignants, avec quelque part des personnes qui, dans chaque département, soient en charge de cette responsabilité, aillent la porter dans les établissements, aillent la porter dans les cabinets où exercent les professionnels libéraux, pour que personne ne se sente éloigné de ça, et qu'on travaille beaucoup notamment sur les auto-évaluations. Il y a aujourd'hui des dispositifs d'auto-évaluation qui sont plutôt intéressants, et rendre obligatoire cette auto-évaluation annuelle pour que les soignants, à un moment donné, mettent eux-mêmes des mots sur leur ressenti, sur leur douleur, sur leur mal-être au travail. Et puis voilà, il y aurait des milliers de choses à faire, mais vous avez raison de mettre le doigt sur cette question, parce que si le système est menacé d'écroulement financièrement sur le plan de son organisation, il ne tient que par ces professionnels qui sont particulièrement engagés aujourd'hui et auxquels moi je ne manque jamais de rendre un hommage appuyé. Par contre, je n'imagine pas ce que serait le système si demain les soignants eux-mêmes commençaient à décrocher les uns après les autres, et c'est ce qui nous menace là maintenant le plus directement. Professeur Palizzolo ? Oui, alors tout à fait d'accord, et c'est pas d'ailleurs, ce ne sont pas que des fantasmes, hein. Nous, on a vécu à l'hôpital, c'est le milieu que je connais le mieux, une fuite des infirmiers et des infirmières depuis pendant les 10 dernières années, clairement, et on a vu les conséquences dramatiques, parce qu'on est obligé de fermer des structures, l'accumulation des temps aux urgences, par exemple, consécutifs aux fermetures de services et de manque de personnel. Donc, je suis d'accord, ce sont les professionnels qui tiennent le système à bout de bras, et ils s'épuisent quand l'organisation ne leur donne pas les moyens d'agir. L'élément fondamental, certes, ce sont les conditions de travail, c'est sûr, et le stress qui en découle. Mais la plainte principale, moi, ce que j'entends sur le terrain avec mes collègues, les différents professionnels, c'est la perte de sens, comme on le dit toujours. La perte de sens d'un métier qui est avant tout un métier du soin, une forme de vocation à aider des personnes en souffrance. Et quand on a l'impression dans son activité quotidienne qu'on n'a pas les moyens de le faire correctement, voire même qu'on est parfois maltraitant, c'est un grand mot, je sais, mais parfois c'est le ressenti qu'ils ont parce que les gens attendent trop longtemps, on ne peut pas les garder autant qu'il faudrait, enfin plein de situations en psychiatrie qu'on connaît bien, parce que par exemple les durées de séjour sont hyper raccourcies par exemple dans les hôpitaux parce qu'on n'a pas le choix. Eh bien, on a l'impression vraiment de saboter un peu les soins qu'on voudrait faire. Et ça, je pense que les écouter, les soignants, être à l'écoute de leurs difficultés et de leurs propositions, comment faire mieux, essayer de les suivre. On sait bien qu'on n'a pas toujours la baguette magique pour résoudre les problèmes, mais les écouter, c'est la base, et je pense qu'on est loin du compte le plus souvent dans la plupart des organisations, et que ce soit au niveau national par ailleurs. On est contraint par le temps. Juste une anecdote, j'étais il n'y a pas très longtemps aux Hospices civils de Lyon, visiter un service d'urgence. Je vois des gens effondrés par la pression du travail, et au milieu de tout ça, un jeune praticien hospitalier, moins de 40 ans, avec un sourire jusqu'aux oreilles. Alors je l'ai pris à part en lui disant « Docteur, expliquez-moi ». Voilà. Et il m'a dit « Mais moi tout va bien, je quitte. Je pars, je vais avec ma femme ouvrir un gîte et on va faire de la ligo-saucisse ». Et je me suis dit, mesurons ensemble l'échec d'un système qui, pendant plus de 10 ans, a formé un médecin urgentiste, qui a passé le concours de PH, qui était titulaire de son poste, et dont le seul objectif à moins de 40 ans, c'est de sortir de la médecine pour aller faire de la ligo-saucisse. Tant qu'on suscitera et que le système suscitera ce type de réaction de la part des professionnels de santé, il y aura lieu de s'inquiéter. Oui, je pense qu'il y a quand même un problème d'effectif
clairement, qui crée l'immense difficulté et la fuite, où c'est malgré la passion et la vocation, mais les professionnels, ils sont débordés par la vague. Et donc là, il y a une erreur, à mon sens, politique très grave aussi, qu'il faut essayer de corriger au plus vite. Vous avez, en plus de ce que vous dites très justement, vous avez aussi des perspectives de carrière. Une infirmière qui va bosser pendant 10 ans dans un service qui va acquérir un vrai savoir-faire, ce savoir-faire-là ne sera reconnu ni dans sa rémunération ni dans sa carrière. Et tout ça est épuisant à terme. Ouais. Alors, juste une chose, deuxième question, mais là vraiment très court et réponse courte parce qu'on arrive à la fin et professeur Pellissolo doit y aller après. Oui, moi c'était aussi pour alerter, c'est vrai que je fais deux points d'alerte sur la place des soins et des maladies, de la santé mentale dans les maladies chroniques et particulièrement la maladie obésité qui touche presque 20% de la population en France. C'est colossal, avec bien sûr des comorbidités, des conséquences de cette maladie qui, d'un point de vue social, stigmatisation, troubles du comportement, addiction, et a un impact très fort, mais également qui sont des causes de cette maladie pour le trauma psychique. Et donc, que faire vite, mieux dépister, mieux soigner cette population qui ne cesse d'augmenter, en partie à cause de cela. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, quand une personne souffre de la maladie obésité, qui est une vraie maladie, qui n'est pas un problème simplement du comportement, eh bien, il transmet de façon intergénérationnelle à ses enfants, et on ne soigne aujourd'hui qu'à peine 4% des personnes qui devraient être soignées plus activement par des traitements type chirurgie notamment. Une réponse express. Alors je vais faire très court, tout à fait d'accord, en phase, et c'est dans les deux sens, parce que nous on a aussi beaucoup à faire et on a progressé. Je pense que c'est ça vraiment que peut-être on peut mettre en avant, la prise de conscience qu'il faut soigner des personnes dans leur ensemble. Les troubles psychiques sont associés à des maladies, notamment métaboliques justement, qui ont besoin d'être prises en charge. C'est parce qu'il y a une surmortalité malheureusement associée par ce fait-là aux maladies mentales. Donc vraiment cette prise de conscience, je pense qu'elle existe, mais il faut continuer à travailler ensemble et encore une fois, ne pas rester entre soi dans la santé mentale, il faut travailler avec toutes les autres disciplines. Juste un mot, la coordination. La coordination dans les soins pour que quand un médecin généraliste en première intention reçoit un patient qui souffre d'obésité, il n'oublie pas qu'il y a une prise en charge globale qui passe aussi par la santé mentale. Merci beaucoup. Le sujet est vaste. Encore une fois, on se dit sur beaucoup de sujets comme ça, il faudrait faire des épisodes. Mais bon, nous arrivons à la fin de notre émission. Pascal, un petit mot de conclusion sur ce que vous avez entendu. Oui, le 6 octobre 2027, c'est quoi alors ? C'est la date à laquelle, vraisemblablement, de l'avis de tous les experts de la Cour des comptes, du Haut Conseil pour le financement de la santé publique et quelques autres, la sécurité sociale sera menacée d'une mise en cessation des paiements. D'accord. Je peux faire de l'humour noir ? Vas-y. Il paraît que dans les conflits armés, il y a moins de dépression. C'est un facteur d'espoir. Donc c'est temporaire, oui. Merci Pascal pour ce trait d'humour qui ouvre bien l'année 2026, en espérant que les uns et les autres sauront se tenir. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions sur YouTube, sur LinkedIn et sur les plateformes de podcast sur lesquelles vous nous écoutez. Abonnez-vous, likez cette émission, on en a besoin pour augmenter la diffusion. Et merci à nos partenaires, Camurus, Pasteur Mutualité, Point Vision, Care, Via Voice, La Veille Acteur de Santé, Hortus et l'UC2M. Merci à l'équipe, Françoise Millet à l'organisation, Nathalie Rattel à la valorisation sur les réseaux et sur la chaîne des contrepoints. Et puis à l'image et au son, Emmanuel Tay, Corentin Chouanet, Nathan Collin, qui nous accompagne. Et à très vite pour un nouveau contrepoint de la santé, sachant que normalement le prochain, c'est avec la ministre de la Santé. Nous l'espérons. Lisez ça également, le mag de l'INPH, c'est très bien. C'est Vol au-dessus d'un IE d'une cause nationale. Qui nous a été prêté par Rachel Baucher. Et pour ne pas terminer sur ce que j'ai dit sur la guerre, là où la volonté est grande, les difficultés diminuent. Voilà, on fait appel à Machiavel.